Les merveilleuses aventures de Kalon par ASP Explorer. Chapitre 2. Où un parchemin livre ses secrets. Lorsque Melgo se réveilla, vers midi, il commença à s'intéresser au butin et en particulier au parchemin. C'était un rouleau large comme deux mains ouvertes, apparemment fort ancien et tenu fermé par un ruban de velours rouge, garni d'un sceau de cire à l'effigie d'un mineur nain portant les symboles de sa profession, le bonnet phrygien et la brouette. Avec l'aisance que donne une longue habitude, le voleur Ptah fit fondre le dessous du sceau à l'aide de la bougie de sa petite chambre et dégagea le ruban, ce qui lui permit de dérouler prudemment le parchemin. Il n'y avait là rien de bien passionnant au premier abord. La moitié supérieure était occupée par plusieurs colonnes d'écriture éméchite, alphabet que Melgo connaissait, et où il était question d'une liste de marchandises et de leurs prix d'achat et de vente dans plusieurs villes, ainsi que d'échoppes, banques et comptoirs que l'on pouvait y trouver. Dans la partie inférieure était dessinée avec moult détails une carte de la région avec tracée en plus foncé la route de Paloz à Taranoz en passant par Blufoz. Ce document n'avait rien de remarquable ou de magique a priori, et notre voleur se demanda pourquoi un si banal document pouvait nécessiter l'escorte de 5 léprechauns. Il se souvint de ses leçons et renifla longuement le document, à la recherche de parfums caractéristiques et de poisons courants, puis en vint à la conclusion que le vieux parchemin sentait le vieux parchemin. Il tenta d'observer un filigrane ou la trace laissée par la pointe dure en utilisant la pauvre lumière provenant de la fenêtre. Il posa la carte sur la table et s'accroupit afin de déceler un texte en creux. Il rechercha avec la flamme de sa bougie une de ces encres secrètes qui ne se révèlent qu'à la chaleur. Il transperça le sceau ramolli à l'aide d'une épingle à la recherche de quelque objet que l'on aurait pu y fondre, mais sans succès. Il s'étira sur sa chaise, bâilla, prit son visage entre ses mains et considéra pensivement l'objet de ses investigations. Son instinct et sa raison lui disaient qu'il y avait là un secret. Tout ceci était un tissu d'absurdité sans aucune logique. L'hypothèse la plus plausible était qu'un message secret était dissimulé sous l'apparence d'un document commercial émis à la va-vite, et la nécessité de faire appel à un spécialiste se fit incontournable. Paloz n'était sans doute pas si grande qu'une guilde des voleurs ait pu y prospérer, mais en cherchant un peu dans les bas-fonds, Melgo se faisait fort de trouver quelques collègues vieux, sages et fort capables, qui, moyennant finance et un peu de flatterie, lui décoderaient l'irritant parchemin. Mais Melgo n'appréciait guère les voleurs du continent Clisto, qu'il estimait vulgaires et sans honneur par rapport à ceux de Ptah, et avant que d'entraîner des étrangers dans cette affaire, il préféra demander l'aide de ses compagnons. Il estima que malgré toutes ses qualités, Kalon ne pourrait guère lui être d'un grand secours, compte tenu de ses performances intellectuelles, et se dirigea donc logiquement vers la chambre de Souk, qui après tout était sorcière, ce qui fait que les parchemins ne devaient pas lui être étrangers. Il devina une boule dans le lit et une touffe de cheveux rouges encore plus en désordre qu'à l'accoutumée lui indiqua la partie supérieure de la jeune fille. Il lui secoua doucement l'épaule, ce à quoi elle répondit en grognant et en se boulant de plus belle. « Réveille-toi, Souk, j'ai besoin de toi. » Fais chier. J'ai l'impression que le parchemin des léprechauns contient un message secret. Hein? Et j'ai besoin de toi pour le trouver. Elle s'assit avec peine sur le bord de sa couche, se gratta l'occiput et bâilla à se décrocher la boîte crânienne. Fais voir ton truc. Elle regarda vaguement le vieux vélin de ses petits yeux marrons et myopes, essaya de lire l'écriture et jeta un regard dubitatif sur la carte. Et où tu vois un message secret? Je t'explique, le parchemin lui-même est très vieux, mais les informations qui y étaient consignées sont récentes. Sinon, quel intérêt de transmettre des cours de marchandises datant d'un demi-siècle au moins? Et cet itinéraire, pourquoi le marquer sur une carte, alors que les villes qui y sont indiquées sont toutes d'une importance suffisante pour que l'on puisse de partout vous en indiquer la direction? Ça ne tient pas debout. Et la carte, vois comme y sont indiqués la moindre vallée, le moindre hameau. C'est le travail d'un maître cartographe, pas celui d'un marchand pressé qui n'aurait indiqué que son itinéraire et les principaux marchés. D'ailleurs, les léprechauns ne sont pas des marchands, ils évitent les humains en général. Je suis sûr que tu te fais des idées, mais si ça peut te faire plaisir, j'ai un sort. La porte s'ouvrit brusquement et la silhouette de Kalon s'encadra autant qu'elle put dans l'embrasure.
Bonjour. Salut à toi, Calon, mon ami. Je suis bien aise de voir qu'après les mémorables libations de cette nuit, ta force et ta vitalité ne sont pas altérées. Nous étudions avec Souk cette carte que nos gentils léprechauns nous ont si aimablement confiée hier. Le souvenir de ce tour pendable ramena un sourire dans le visage fatigué de l'éborien. Cependant, Souk cherchait dans le petit sac de peau qui ne la quittait jamais les objets nécessaires à l'incantation, et on ramenait un petit hexagramme de cristal, une plume de corbeau passablement usée et une pointe de poudre noire et légère, qu'elle dispersa cérémonieusement sur la carte. Elle prit dans sa main gauche l'hexagramme, dans la droite brandit la plume d'un air menaçant et de sa voix la plus basse et la plus éraillée, lança la terrible imprécation sous les yeux de ses compagnons impressionnés, qui s'écartèrent inconsciemment d'un pas. Memonis colis meretes colos, vanista paraniti helokinias, salam diotias gubnogot, symmetria vagenis borgila. Ce qui signifie « Mémon, dieu de la vérité, donne à mes yeux la clairvoyance, sans quoi Zbub Nogot te piquetera les génitoires avec cette plume. » On comprendra que pour impressionner les béotiens et se préserver du ridicule, les sorciers lancent ces invocations en énoquien archaïque, langue morte depuis 25 siècles, et non en langage vulgaire. Pour les bricoleurs, précisons que le cristal doit être taillé par une nuit de pleine lune sur une montagne enneigée et que la poudre noire est du sperme séché de calamar géant. Après l'incantation, la sorcière fut prise d'un frisson et entre ses petits doigts, l'hexagramme prit une teinte bleue et inonda de lumière la pénombre de la chambre. Elle s'en servit comme d'une loupe et examina longuement le parchemin déroulé. Les deux compères se rapprochèrent pour tenter de percer eux aussi les mystères de la carte. Au bout d'un moment, le verdict tomba. Ben, y a pas plus de magie là-dedans que de cheveux sur le crâne d'une prêtresse désostrice. Désolé. Bon, on va manger ? Melgo dépité remballa son rouleau et se jura de tirer cette affaire au clair un autre jour. Ils descendirent dans la grande salle du sanctuaire du pèlerin, et Calon s'approcha de l'individu chauve, bedonnant, de petite taille et entre deux âges qui essuyait un verre au comptoir, qu'il supposa à juste raison être le tenancier. « On veut manger. »« Oh certes, messire. Puis-je vous recommander notre terrine de sanglier aux noix, suivie d'un sauté de lièvre, aux érelles et aux petits champignons, accompagné d'un petit côte du... »« Ouais. Bon, ça marche. » La petite troupe se trouva à une petite table pas très loin de la sortie de service, et Melgo, pendant qu'il attendait le repas, essaya de convaincre ses amis preuve à l'appui que son parchemin valait la peine de faire quelques recherches à son sujet. Alors arriva la jeune et gironde fille de l'aubergiste, armée d'une grande cruche de côte du Faltis, une sorte de breuvage local à base de raisins fermentés, ce qui lui valait auprès des buveurs les plus indulgents le qualificatif de « vin », au degré alcoolique assez peu commun. « Voici la boisson de ces messieurs d'Anoboum Scalomplouch !» se prit-elle les pieds dans sa robe. La cruche atterrit sur la table au beau milieu de la carte étalée, dont les lettres commencèrent immédiatement à se dissoudre. Et tandis que Souk abreuvait la malheureuse d'injures que seuls connaissaient encore quelques très expérimentés maîtres de la guilde des charretiers, Melgo essaya de sauver ce qui pouvait l'être de son précieux document, sous les yeux de Calon, impassible et vaguement amusé. Alors le voleur fut frappé de stupeur, avant de crier de joie. « Ouais, je le savais, je vous l'avais dit, j'en étais sûr, mon instinct ne m'avait pas trompé. Je suis le plus grand !» Ses compagnons, inquiets pour sa santé mentale, s'approchèrent et regardèrent de nouveau la carte que le voleur brandissait fièrement. Melgo reprit d'un ton plus bas. « Voyez comme l'esprit de vin, passant sur le parchemin, a effacé certaines lettres, tandis que d'autres restaient accrochées à la surface. C'est sans doute un grand alchimiste qui a composé ces encres-là. Maintenant, voyons ce que dit ce texte. » Et tous trois se penchèrent sur le rouleau, y compris Calon qui depuis peu se piquait de faire croire qu'il était instruit. Melgo eut la charité de lire à haute voix. « Ici, eft le grand feucret de l'antre de la grand-befte dite de Bantophose, ou encore ci-devant appelé monstre déphmoniaque de Cléfin, ou encore créature maldite du Taranien,
ou encore du dulgrofepat. Ceft en fond entre putride que j'y borca du chaos primordial, et qui eftoie fanf contefte aucune larme la plus puissante d'ef contref de clifto. En outre, fontant les fal, fouterraine, moult et moult très fort, rutilantes et force orf et diamantes et autres richesses chastoyantes et incommensurables et non impoffables. Si de fouf eftoie la carte des contrées de Bantophose et environnantes, ainsi que le chemin menant à l'entre-putride fut nommé. Achevé d'enchanter le 13 Vornon 418 chez Azerty et Tabule, alchimiste diplômé, diplôme légal à parution. Je crois que certains F se prononcent S, corrigea distraitement Souk. Ça expliquerait bien des choses, convint Melgo, un peu gêné. Oui, approuva Calon, sans trop savoir ce dont il était question. Vous noterez, mes amis, que le vin a aussi fait apparaître sur la carte cette ligne rouge qui part de la route de Taranos et mène à ce village et à ce curieux petit signe en forme de cruche renversée. Tête de dragon, indiqua la sorcière. C'est le signe qu'emploient les alchimistes. Le ton de sa voix indiquait que sur son échelle sociale, elle plaçait cette profession entre les chasseurs de Radak et les esclaves torche-cul de Thébain. Il l'emploie pour désigner ce qui se rapporte aux monstres mythologiques, licornes, dragons, vouivres, harpies, girafes, cyclopes et autres fadaises. Je t'arrête, Souk. Les licornes ne sont pas des animaux mythiques, mais bien réels. Le frère du voisin d'un de mes camarades de classe à la guilde avait connu un homme qui, une nuit, en avait aperçu une de loin. Je crois avoir connu cet homme, Melgo. N'était-il pas un peu porté sur la boisson et les promenades sur la lande les soirs de brouillard, quand la lune est nouvelle ? La serveuse revint avec les plats commandés, ce qui détourna la conversation juste à temps pour éviter que le voleur et la sorcière n'en viennent aux insultes. La conversation reprit ensuite plus calmement. Bon, reste plus qu'à trouver les renseignements sur le monstre, à lui casser la tête et à piquer le trésor. En gros, oui, mais soyons discrets et prudents. Il ne faudrait pas que d'autres chercheurs nous soufflent notre découverte sous le nez. Je suggère que nous approchions subtilement quelques notabilités de cette cité afin que nous puissions... D'accord, admire la subtilité. Souk se leva de table et se dirigea vers le comptoir. On eût dit une tempête de sable montant à l'assaut d'une forteresse de Naïl. Quelques lambeaux de magie pure s'accrochaient à ses ongles, qui paraissaient plus longs et plus pointus qu'à l'accoutumée. L'aubergiste avait cessé d'astiquer sa verrerie et tel un hérisson croisant les phares d'un semi-remorque sur une autoroute n'osait plus faire un mouvement. La sorcière, dont le regard noisette semblait fixer un point situé derrière sa tête, ce qui était d'ailleurs très exactement le cas, mais pour des raisons qui relevaient plus de l'ophtalmologie que des arts nécromantiques. Elle se pencha félinement par-dessus le zinc et s'adressa à lui, sa voix d'habitude criarde et désagréable se fit douce, à la limite de l'audible, et chargée de menaces sans nom. Elle poussa aussi son accent pta hérité de son père, plein de S et de Z langoureux, pour faire un peu plus étranger. Dites-moi, Messire Xandru. Elle avait entendu son nom quand sa femme lui avait crié après la nuit précédente, mais lui laissa craindre un cas de télépathie. Donc dites-moi, entendîtes-vous parler récemment d'une sorte de monstre qui vivrait dans la région de Bantosos ? Vas-y, Aga, répondit le commerçant en tendant un doigt timide en direction de la porte d'entrée. Il y avait là un panneau de bois vermoulu aux planches disjointes et percées de plus de petits trous qu'il n'y a d'étoiles dans la voûte céleste. Certains étaient cachés par des petites feuilles de papier épinglées annonçant qu'un chat avait été perdu, que le fossoyeur recherchait un apprenti, et que l'énucléation d'un voleur aurait lieu en place publique le mois précédent, et toutes ces sortes de choses. La plus grande et la plus belle de ces affiches indiquait: le comité des fêtes et exécutions de Bantosos présente son grand jeu concours annuel sur le thème « Tuer la bête de Bantosos », qui animera la foire interprovinciale du Tanarien du 7 au 22 Barza 1334 BE. Inscription sur place, guerriers et autres pour 5 crédits, voleurs et assassins 8 crédits, prêtres et druides 10 crédits, sorciers 15 crédits. Plus bas était figurée, outre le logo de la manifestation, une carte assez semblable à celle de Melgo, à ceci près que le village de Bantosos était indiqué comme une agglomération importante. Souk détacha avec soin le document et revint à la table en le lisant avec perplexité. Elle le posa devant Melgo
et sourit avec toutes ses dents. Ah, répondit Melgo. Glou, but sa chopine Calon. Eh bien, je crois que pour la discrétion, c'est aussi mon impression, voleur, mon ami. Glou, insista Calon un peu plus fort. Melgo expliqua. On dirait que toute la contrée est au courant de l'existence de cette bête et qu'une chasse aux monstres est organisée chaque année. Sûrement une attraction touristique. On y va quand même ? Là où il y a foire, il y a toujours moyen de gagner un peu d'argent. Les compères se regardèrent d'un air entendu. Il n'en fallut pas plus.